Buonasera, stasera si parla francese, quindi sono molto contento per questa iniziativa ideata in collaborazione con l'Alliance Française di Venezia. Quindi sono molto lieto di adesso passare la parola al presidente de l'Alliance Française, Pierre Rosenberg. Cher maître. Merci beaucoup. Moi, je parlerai en français, d'abord parce que je parle beaucoup moins bien italien que mon voisin, et puis deuxièmement parce que c'est l'Alliance Française, dont la directrice est ici au premier rang, Madame Jamet, et qu'en conséquence, je me dois de parler la langue de mon pays. Je suis très heureux, en effet, de cette initiative qui démarre très bien par là. Je vois que vous êtes très nombreux à être venus, qui consiste à faire venir à Venise, ici, les principaux directeurs des grands musées français. Ces grands directeurs, évidemment, sont à la tête d'institutions exemplaires qui sont admirées dans le monde entier, et c'est notamment le cas de Beaubourg, dont le président Alain Seban est ici présent, et je crois que ce qu'il va nous apprendre sur le fonctionnement de son institution, sur la manière dont elle a été créée. Il rappellera à coup sûr que le bâtiment dans lequel il travaille, il sévit, je ne sais pas comment il faut dire, est dû par moitié à un Italien, il faut le rappeler, Renzo Piano, et que par conséquent, l'Italie est un peu présente aussi à Beaubourg, fort heureusement d'ailleurs, et je crois que c'est un grand honneur qu'il nous fait de venir prononcer ce qui est la première conférence de l'Alliance française et de vous, et du Palazzo Grassi, et la première conférence qui sera suivie en janvier par 2 conférences faites par les patrons, je crois qu'il faut dire patrons plutôt que leur donner leur vrai titre, d'Orsay d'une part et du Louvre de l'autre. Des conférences qui, à mon avis, devraient intéresser le public italien, le public vénitien, dans la mesure où ces institutions ont quelque chose. Elles ne sont pas parfaites, c'est évident, mais elles ont quelque chose, elles peuvent nous apprendre à tous quelque chose, et qu'en plus, quand vous venez à Paris, vous allez toujours les visiter. Voilà, je suis très heureux donc d'accueillir Alain Seban et pour cette première conférence, et je suis sûr que le dialogue qu'il va avoir avec M. Bettenot va être d'une grande importance et d'un grand intérêt pour nous tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de remercier très chaleureusement à mon tour Pierre Rosenberg et l'équipe de l'Alliance Française. Lorsque nous nous sommes vus il y a quelques mois pour essayer d'imaginer les initiatives que nous pourrions conduire ensemble, l'idée d'inviter comme cela les patrons des plus grands musées français à venir nous parler des enjeux des musées aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, de venir nous raconter leur expérience, de venir nous expliquer aussi comment le musée est aujourd'hui une frontière toujours à conquérir, est aujourd'hui un espace en mouvement. Je suis très heureux que ce premier cycle, la première conférence de ce cycle, dédié au Grand Musée, nous permettent d'inviter aujourd'hui Alain Seban, qui n'est pas le directeur d'un musée, puisqu'il est le président d'un établissement, le Centre Pompidou, qui n'est pas un musée, qui est un centre qui, comme vous le savez, allie un musée, une bibliothèque, un institut de recherche musicale, dont l'activité se déploie aussi bien dans le champ de l'art moderne, de l'art contemporain, de l'architecture, du design, du cinéma, de la danse, de la musique, du théâtre, etc. Donc le paradoxe, mais en même temps sans doute la dimension la plus intéressante de commencer ce tour d'horizon des grands musées français en prenant l'exemple, en prenant le modèle d'un établissement qui n'est pas un musée, qui est un établissement complexe et qui pourtant occupe une place de tout premier rang parmi les grands musées internationaux, le monde de l'art international et évidemment dans le paysage culturel français. Le Centre Pompidou avait donc été conçu comme un modèle singulier, comme un prototype dont il est remarquable qu'il est à ce point anticipé sur toutes les grandes problématiques qui allaient être celles des musées et plus largement des établissements culturels dans le demi-siècle qui allait suivre sa création en 1977 et sa conception dans les années qui avaient précédé.
Un prototype qui, à ce point, allait inspirer tous les établissements qui naîtraient après lui, mais aussi amener tous ceux qui lui préexistaient à une remise en question de leur stratégie de programmation artistique, de relations avec le public, etc. Alors Alain Seban, que j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir au Théâtrino, est président du Centre Pompidou depuis 2007, depuis le mois d'avril 2007, où il a donc pris la présidence du Centre Pompidou après une carrière dans le monde de la haute administration et de la culture, qui l'a conduit notamment au ministère de la Culture, à la direction du développement des médias, au service du Premier ministre, à l'Élysée, bien entendu, auprès du président Chirac. Et cher Alain, donc dès ton arrivée, je me souviens que de manière assez forte, assez programmatique comme ça, tu avais énoncé les axes d'une stratégie de développement du centre avec des points de vue, des axes extrêmement forts. En substance, la question de rendre le musée global dans un monde devenu global, dans un monde de l'art devenu lui aussi connecté, comment développer, s'appuyer sur les réseaux mondiaux d'information, comment s'appuyer sur la dimension de la recherche pour rendre le musée global. Deuxième grand axe que tu évoquais, c'était comment retrouver, comment réinscrire une dimension prospective qui tire parti d'un des éléments fondateurs de l'identité du Centre Pompidou, qui est la pluridisciplinarité, ce croisement, cette rencontre entre les disciplines. Et ce troisième axe qui était celui de l'élargissement des publics, évidemment axe qui est au cœur, je crois, de tout projet de politique culturelle, mais qui, au sein du Centre Pompidou, prend une dimension toute particulière. Cette manière comme ça d'énoncer des chantiers stratégiques, d'énoncer des axes, était, je crois, une manière tout particulièrement intéressante et forte de poser cette question des frontières du musée, de poser cette question des frontières de l'établissement culturel, des frontières sans cesse à conquérir, des frontières sans cesse en mouvement, des frontières chronologiques, des frontières géographiques, des frontières disciplinaires, des frontières technologiques, des frontières sociales, etc. etc. Alors en 7 ans de présidence, je crois qu'on peut comme la presse ne manque jamais de le faire, saluer un premier bilan d'étape extrêmement passionnant, extrêmement positif, avec un très grand succès de fréquentation. Le Centre Pompidou est aujourd'hui le musée d'art moderne et contemporain le plus visité, le plus vu au monde. Le succès d'une programmation extrêmement dynamique, ouverte au monde, comme l'avait montré par exemple la grande exposition dédiée à la scène indienne, mais tout en s'engageant, chose qui n'est jamais facile en France, de manière très résolue auprès des artistes français, toutes générations confondues. Et je crois que la liste des artistes français ayant bénéficié d'une exposition personnelle au Centre Pompidou depuis ton arrivée est tout à fait impressionnante, et de Pierre Soulages évidemment, ou Martial Reiss, à Bertrand Lavier, à Philippe Parreno, à Henri Sala, à Dominique Gonzalez-Foster bientôt, à Adèle Abdessemed, une manière d'affirmer un engagement à l'égard de la scène française, sans pour autant rien renier de cette dimension forcément internationale et globale dont tu nous parleras peut-être tout à l'heure. Quelques mots pour dire à quel point cette dimension d'innovation que tu évoquais a trouvé elle aussi lieu à se développer aussi bien dans la programmation, avec l'invention de formats nouveaux comme le nouveau festival, mais aussi l'inscription de méthodes nouvelles ou de stratégies nouvelles pour conquérir telle ou telle catégorie de public. Je pense dans les musées, on sait en général assez bien toucher aujourd'hui le public des scolaires et le public des enfants, mais le public des adolescents était une sorte de grand continent inexploré,
un public qu'on ne savait pas toucher. Le Centre Pompidou a, sous ton impulsion, engagé des expériences tout à fait passionnantes à cet égard, mais innovation également technologique, on en parlera peut-être. Et puis, et là je vais maintenant te passer la parole, je crois que l'un des éléments tout particulièrement passionnants de ces 7 premières années, c'est cette question des frontières géographiques du Centre Pompidou, le centre qui n'est plus dans le centre, il est aussi de manière permanente à Metz. Il a été aussi de manière mobile, c'est-à-dire de manière éphémère, dans ce qui s'appelait le Centre Pompidou mobile et qui partait à travers les villes françaises. Et là, je crois qu'il y a un élément d'actualité tout à fait passionnant à travers un format nouveau, à travers un concept nouveau de musée ou de centre Pompidou provisoire dont je crois une première expérience va prochainement s'ouvrir en Espagne. Voilà, ce sont quelques éléments qui visaient à un peu faire le portrait de notre invité. Je vais maintenant te passer la parole et je suis certain qu'à la suite de cette présentation, les questions seront nombreuses. Voilà, cher Alain, à toi la parole. Merci beaucoup Martin, merci pour ce propos très chaleureux et pour les questions que tu soulèves très, très justement. Merci beaucoup à Pierre Rosenberg, à Madame Jamet, qui m'ont convié à m'exprimer devant vous. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à Venise, au Palazzo Grassi, dans ce teatrino de Tadao Ando. Je me souviens qu'en 2006, quand François Pinault a pris les rênes du Palazzo Grassi, le Balloon Dog Magenta, pardon de parler anglais, mais c'est le titre de l'œuvre, de Jeff Koons, trônait en majesté sur le Grand Canal. Et aujourd'hui, en ce moment même, ce Balloon Dog Magenta est la vedette incontestée de l'exposition, la grande rétrospective de Jeff Koons, qui se tient en ce moment même au Centre Pompidou et qui, avec plus de 6600 visiteurs par jour, hein, c'est Saint-Quentin, s'annonce sans doute comme l'exposition la plus fréquentée de toute l'histoire du Centre Pompidou, devant même Dali, qui jusqu'ici détenait le record historique. Et d'une certaine manière, cette affluence que suscite cette exposition, elle interroge, elle pose des questions, elle nous renvoie sans doute à beaucoup des enjeux que nous allons aborder ensemble, à la question bien entendu du marché, ça va de soi, à la question de la collection, à la question de l'internationalisation et sans doute même la globalisation du monde de l'art, la question aussi du public, d'un véritable engouement pour l'art contemporain, qui, d'une certaine manière, semble faire advenir le rêve qui était celui de Georges Pompidou en créant cette institution. Georges Pompidou, président de la République française de 1969 à 1974, ouvrir au plus grand nombre l'accès à la création de notre temps. Alors, bien entendu, Georges Pompidou était collectionneur, collectionnait l'art de son temps. Mais ce n'était pas une volonté de président mécène de créer cette institution. Je crois que c'était vraiment une vision au service de la modernisation de la France. On était en plein dans les 30 Glorieuses, en plein dans la modernité. Georges Pompidou était un président modernisateur et il avait la conviction que un pays qui, à l'époque, au sortir des années 60, était encore très, très réticent vis-à-vis de l'art contemporain, était nécessairement une nation handicapée dans son agilité à se saisir de la modernité. Plus dit autrement,
la résistance, la réticence vis-à-vis de l'art contemporain ne pouvait qu'être le signe d'une forme d'arriération des mentalités, et qu'au contraire, une nation qui s'ouvrirait aux créateurs de son temps, à leur questionnement sur le monde, serait une nation plus apte à se remettre en question, plus apte à bouger, plus apte à embrasser ce mouvement infiniment accéléré du XXe siècle. Et c'est dans cet esprit qu'il a créé le Centre Pompidou, pour être une sorte de plateforme d'échange entre la société, au sens le plus large qui soit, et l'art d'aujourd'hui. Donc d'emblée, et comme Martin l'a dit, un concept qui va certainement bien au-delà du musée. Le musée, ça part d'une collection, bien sûr, et là, on part des publics, avec d'emblée une attention à des disciplines qui ne sont pas seulement les arts visuels, avec toutes leurs composantes, évidemment, la photographie, la vidéo, le cinéma expérimental, etc., mais aussi l'architecture et le design, qui sont véritablement les canaux par où les formes nouvelles coulent dans la société et rencontrent des usages. Et sans doute, on aurait dû probablement s'intéresser davantage qu'on l'a fait, peut-être c'est une piste pour le futur, à des choses comme le graphisme, à la mode, qui ont évidemment, peut-être à la cuisine, qui ont aussi un rôle important comme ça de diffusion de la culture contemporaine. Cette idée de rendre l'art contemporain populaire, d'une certaine manière, c'est évidemment une contradiction dans les termes, c'est une utopie au bon sens du terme. L'art contemporain est réputé difficile, est réputé élitiste. Il était d'autant plus, évidemment, dans les années 70, lorsqu'on a créé le Centre Pompidou. Aujourd'hui, l'art contemporain, c'est presque devenu un phénomène de mode. Il y a de l'art contemporain partout. C'était évidemment pas comme ça quand le centre a ouvert ses portes en 1977. À l'époque, il faisait figure de pionnier. C'était, comme tu l'as dit, un prototype. Alors, comment s'est faite cette invention de cet objet un peu étrange? Il y avait une question, évidemment, qui se posait à Paris dans les années 60, c'était celle de construire un nouveau musée d'art moderne. Le Musée national d'art moderne était installé au Palais de Tokyo. Il avait été créé en 1946 comme héritier du musée du Luxembourg et du musée des écoles étrangères du Jeu de Paume. Et il faut bien dire que ce musée avait peu de moyens. Il faisait peu d'acquisitions. Il avait, bien entendu, reçu quelques donations remarquables. Paris était jusque dans les années 50 la capitale mondiale de l'art, mais c'était un musée qui était menacé d'étiolement et de dépérissement, singulièrement lorsque on le comparait à des exemples étrangers. Je pense bien sûr au dynamisme du musée d'art moderne de New York. Le consensus était qu'il était nécessaire de construire un nouveau musée d'art moderne. Le Corbusier avait réfléchi à la question. Malraux avait choisi un terrain à la Défense, qui ne convenait d'ailleurs pas à l'architecte. Le sujet était un sujet dans l'air. Et Georges Pompidou, qui, pendant la traversée du désert du général de Gaulle, était directeur de la banque Rothschild, donc avait ses bureaux près de l'Opéra à Paris. Tous les soirs, en voiture, en rentrant chez lui dans l'île Saint-Louis, il passait devant ce qui était alors un parking sauvage, un immense terrain vague qui avait longtemps servi à jeter les déchets dont les halles voisines ne voulaient plus, qui s'appelait le Plateau Beaubourg, qui était au cœur d'un quartier qui séculairement était un quartier absolument misérable de chiffonniers, de tripots, de tout petits estaminets. Et il se disait, voilà, ça c'est un terrain qui serait parfait pour construire le nouveau
musée national d'art moderne. Malraux avait dit que les musées seraient les cathédrales des temps modernes, et là on est à quelques centaines de mètres de Notre-Dame, vraiment au cœur de Paris. Et lorsque Georges Pompidou est devenu président de la République, il a eu la possibilité de réaliser cette vision, ceci près que, évidemment, la nature a horreur du vide, donc sur ce terrain vide, il y avait déjà un projet de bibliothèque. Les musées, en France, à l'époque, c'était le ministère de la Culture, ça l'est toujours. Les bibliothèques, c'était le ministère de l'Éducation nationale. Donc on a marié les deux projets de manière un petit peu difficile. Et puis est venu se rajouter, peu après, le projet d'un institut de recherche musicale, l'IRCAM, qui a permis à Pierre Boulez, qui s'était exilé en Allemagne pour protester contre la politique musicale de Malraux et de son directeur de la musique, Marcel Landowski, de revenir en France. Et ce projet a été piloté par un établissement public qui s'est d'abord appelé l'établissement public du Centre culturel du plateau Beaubourg, ce qui explique ce nom de Beaubourg que les Français continuent généralement de lui attribuer et que Pierre Rosenberg lui a encore donné tout à l'heure en introduisant cette séance. Ce n'est qu'en 1974, à la mort du président Pompidou, que l'établissement a pris son nom définitif de Centre Pompidou. Le Centre Pompidou étant une entité complexe qui réunit la bibliothèque, qui est un organisme séparé, l'IRCAM, qui est un organisme séparé, et le musée, avec des cinémas, des activités de parole, des activités de spectacle qui viennent le compléter. Un musée, depuis au XXe siècle, ça commence souvent par un bâtiment, ça commence même peut-être de plus en plus souvent par un bâtiment. Le premier exemple, c'est en quelque sorte l'exemple parfait, c'est la création du musée Guggenheim de New York en 1959. L'architecte est Frank Lloyd Wright, et je disais, c'est l'exemple parfait parce que voilà un bâtiment qui se suffit à lui-même. Il n'y a même pas besoin de déployer la collection dedans pour que le public afflue. Le Centre Pompidou, c'est sans doute le deuxième grand exemple, je dirais. Et en France, c'est le premier concours d'architecture absolument ouvert internationalement. Un jury très prestigieux, présidé par Jean Prouvé, grand spécialiste de l'architecture en métal. Et c'est 680 dossiers de candidature. Et au bout du compte, un projet qui est choisi, le projet d'une équipe en réalité de 3 architectes en phase concours, dont 2 Italiens. 3 architectes qui sont Renzo Piano, Richard Rogers, qui ont tous les deux séparément le prix Pritzker, et Gianfranco Franchini en phase concours, qui n'a pas ensuite poursuivi aux côtés des 2 architectes auxquels le nom de ce bâtiment est attaché le plus souvent. Et on va donc choisir le projet de 2 architectes qui ont à peine une trentaine d'années, qui n'ont quasiment jamais rien construit, qui n'ont jamais travaillé ensemble, et qui est un projet qui, en son temps, a fait parler, a même fait crier, comme l'a dit le président Pompidou en le découvrant. Il a dit « ça va faire crier », il n'a pas eu tort, et qui continue d'ailleurs de faire crier, puisque lorsqu'on demande aux Parisiens quels sont les bâtiments à Paris que vous aimeriez voir détruire en priorité, le Centre Pompidou continue d'arriver en 3e position, ce dont nous sommes naturellement extrêmement fiers. Et ce projet est choisi parmi près de 700 projets parce qu'il est le seul à proposer de n'utiliser que la moitié de l'espace disponible. L'autre moitié permet de créer une place urbaine, ce que les architectes appellent une piazza, en se référant à celle de Sienne, qui vise à conduire la ville et les visiteurs naturellement à l'intérieur du musée.
Et cette chenille, qui contient des escaliers mécaniques que vous voyez monter à l'assaut du bâtiment en zigzag, elle est au départ un espace gratuit qui n'est en réalité que le prolongement de la rue qui se redresse et qui va desservir des étages qui sont comme autant de maisons le long d'une rue. Et ça, évidemment, c'est une rupture par rapport au musée du XIXe siècle, ces bâtiments de type Beaux-Arts qui sont conçus comme des temples dans lesquels on accède généralement en montant des escaliers. Ici, on descend dans le musée et vous voyez toujours cette attention au public qui est au cœur même du projet du Centre Pompidou. Et puis, bien évidemment, un musée, c'est un public, c'est des collections, c'est un bâtiment, et puis ce sont des collections. Et donc, disons un mot des collections. La collection du Musée national d'art moderne est une collection extrêmement riche, sans doute l'une des 2 meilleures au monde dans son domaine. Elle s'est constituée autour de grands fonds d'artistes. Brancusi, Kandinsky, Rouault, très grand ensemble de Matisse, etc., qui sont des grandes figures de la modernité qui, évidemment, avaient un lien avec Paris, puisque Paris a été la capitale de la modernité artistique. Une des raisons derrière la volonté de construire un nouveau musée d'art moderne que j'ai évoqué, c'est bien entendu la prise de conscience que le centre de gravité du monde de l'art a basculé de Paris vers New York. Une prise de conscience qui s'opère véritablement en France en 1964, lorsque Rauschenberg remporte le Lion d'or de la Biennale de Venise, de préférence à un artiste français dont le nom m'échappe, mais tu vas me le rappeler dans un instant. Bon, ça va me revenir. Donc, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la France perde le sceptre de la création artistique? Et en essayant d'analyser le phénomène, on constate que un élément déterminant, ça a été très certainement la création du MoMA, la création du musée d'art moderne, qui, en quelque sorte, su écrire une histoire de l'art du XXe siècle, qui est d'ailleurs aujourd'hui la vision canonique aujourd'hui de l'histoire de l'art du XXe siècle, qui est une sorte de marche majestueuse qui va de l'impressionnisme jusqu'au minimalisme, en passant par l'expressionnisme abstrait, donc qui décrit d'une certaine manière ce basculement de l'art d'un côté à l'autre de l'Atlantique, à la charnière de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, bien évidemment, dans une volonté de reconquête, ou tout le moins de rééquilibrage entre la France et les États-Unis, il est indispensable de disposer d'un nouveau musée d'art moderne, d'un musée d'art moderne dynamique. Et c'est l'enjeu de la création du Centre Pompidou, qui va d'emblée être doté de crédits d'acquisition importants qui vont permettre de renforcer très considérablement la collection. Donc un musée d'art contemporain, dans cette collection, elle commence en 1905 avec les Fauves. C'est assez tard pour une collection d'art moderne, puisqu'évidemment l'aventure de l'art moderne, elle commence avec Manet, avec en tout cas l'impressionnisme. Et si vous regardez la plupart de nos grands homologues à l'étranger commencent avec l'impressionnisme. Le MoMA commence avec l'impressionnisme. La Tate moderne commence avec l'impressionnisme. L'Art Institute de Chicago fait commencer le moderne avec l'impressionnisme. Et c'est très logique, bien évidemment, de pouvoir montrer un grand Monet des années 20 qui est presque abstrait face à un Pollock ou un grand chef-d'œuvre de l'expressionnisme abstrait. Nous ne le pouvons pas. Donc nous commençons en 1905
Sachant que le musée d'Orsay, pour sa part, s'arrête en 1914, donc il y a une petite période de chevauchement. Et nous allons, ça c'est le propre des musées d'art contemporain, nous allons jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment dont je parle. Ce qui veut dire que chaque année, il faut rajouter une année. Une année, c'est-à-dire quasiment 1% de plus tous les ans, sur un siècle. À peu près 2% de plus si vous raisonnez en volume, parce que l'art contemporain est tendanciellement plus volumineux que l'art moderne. Et donc, bien évidemment, un musée d'art contemporain est un musée qui, par définition, est confronté en permanence à un problème de place. Lorsque Le Corbusier avait imaginé ce que pourrait être un musée d'art, on disait moderne à l'époque, il avait imaginé un musée à croissance illimitée, une sorte d'escargot où on pouvait en permanence rajouter de l'espace parce que la collection ne cesse de s'agrandir. C'est malheureusement pas c'est pas la formule qui a été retenue pour le Centre Pompidou. Donc ce qui a été fait jusqu'ici, ça a été progressivement de sortir de ce bâtiment que vous voyez les bureaux, pour rendre le maximum de surface à la collection. Et c'est ce que nous continuons à faire. Nous ouvrons encore tout récemment une galerie de photographie. Mais malgré tous ces efforts, nous arrivons à montrer en permanence à peu près 2% de notre collection. Nous montrons à peu près 2000 œuvres à Paris, sur une collection qui compte 100 000 numéros, sachant que, bien évidemment, dans ces 100 000 numéros, tous n'ont pas sont pas de la même nature. Il y a une grande différence entre un négatif et évidemment une peinture. Donc 2% sur 100 000 numéros, évidemment, c'est pas beaucoup, et il faut tenir compte du fait qu'une collection comme celle-là s'accroît beaucoup par des donations. Et donc il est bien évident que les donations, il est nécessaire de les montrer. Et donc on est extrêmement contraint par l'espace et on répond à cette contrainte en faisant tourner très rapidement, de plus en plus rapidement, la présentation de la collection. Le Centre Pompidou renouvelle sur les 2 étages du musée un étage tous les ans, ce qui veut dire que tous les 2 ans, la présentation est entièrement renouvelée. Et je pense qu'à l'avenir, on va devoir travailler sur ce rythme pour qu'il soit à la fois plus rapide dans certains aspects, peut-être plus lent sur le segment moderne, où ça a moins de sens de renouveler en permanence les lectures, et par ailleurs ne pas nécessairement s'imposer cette contrainte de renouveler à chaque fois la présentation d'un étage tout entier, ce qui est évidemment très lourd. Et donc, une des manières de répondre à cette contrainte de place, ça a été d'aller chercher de l'espace ailleurs, en dehors de ce bâtiment. Alors non pas en construisant une extension, comme l'ont fait beaucoup de musées, tout simplement parce que c'est impossible. Voilà, on est dans un bâti urbain extrêmement dense, dans le cœur historique de Paris. Il n'y a aucune perspective d'extension du Centre Pompidou sur place. Et donc, l'un des grands projets qui a été développé dans les années 2000 et dont il m'est revenu d'achever la mise en œuvre, ça a été la construction d'un Centre Pompidou à Metz, c'est-à-dire 350 km à l'est de Paris. Metz, c'est la capitale de la Lorraine, donc une ville de 400 000 habitants, et qui s'est dotée de ce bâtiment que vous voyez, imaginé par l'architecte japonais Shigeru Ban, également Pritzker, et qui est un lieu d'exposition temporaire destiné à permettre de montrer des œuvres que nous pouvons difficilement montrer à Paris,
ne serait-ce que parce que nous ne disposons pas des espaces suffisants. Et donc il y a un grand hall avec de très grands volumes, et vous voyez ces tubes de section carrée qui sont au nombre de 3 et qui, voilà, en voici un, forment chacun une galerie d'exposition d'environ 1 millier de mètres carrés. Au total, c'est un peu plus de 6000 mètres carrés de surface d'exposition temporaire, ce qui correspond à un étage à peu près du Centre Pompidou Paris. Évidemment, donc ce Centre Pompidou à Metz, nous l'avons inauguré en 2010. Il a accueilli à ce jour plus de 2 millions de visiteurs, encore 330 000 cette année, ce qui est le même chiffre que l'an dernier, sans doute un des musées les plus fréquentés en France. Ça pose la question, évidemment, qu'est-ce qu'on fait pour le reste des régions françaises. Le Centre Pompidou, dans cette idée d'être, je l'ai dit, une plateforme d'échange entre la société et la création, il doit évidemment irriguer très largement le territoire français. Et donc comment faire pour ne pas être uniquement à Metz? Alors donc j'avais pensé que la réponse, voici une vue de la grande nef de Metz, avec ici la présentation des décorations réalisées par Robert Delaunay pour le pavillon des chemins de fer de l'exposition universelle de 1937. Voilà un exemple d'œuvres qui, par leur taille, peuvent difficilement être présentées à Paris, qui de fait n'avaient jamais été présentées au Centre Pompidou à Paris. Elles le sont à Metz. Et donc j'avais imaginé que la solution pouvait passer par une structure nomade, c'est-à-dire un musée mobile, on appelait ça le Centre Pompidou mobile, qu'on démonte, qu'on remonte et qu'on transporte d'une ville de France à l'autre. Parce qu'évidemment, je ne crois pas qu'on puisse renouveler, rééditer, reproduire l'expérience du Centre Pompidou-Metz, qui est une formule coûteuse, pas tellement pour le Centre Pompidou, puisque ce sont les collectivités locales qui nous accueillent, qui payent, mais qui est coûteuse au regard de ce qu'est aujourd'hui l'économie de la culture. C'est quelques 75 millions d'euros d'investissement, c'est plus de 10 millions d'euros en fonctionnement, donc c'était évidemment une expérience difficile à reproduire. Ici, on est sur une toute petite structure, c'est à peu près 600 mètres carrés d'espace d'exposition. C'est comme vous voyez, une sorte de chapiteau de cirque, enfin 3 modules suivant la technique du chapiteau de cirque. C'est une structure imaginée par Patrick Bouchin. Et cette structure a permis de présenter des œuvres importantes de notre collection. Vous voyez ici Léger, Kandinsky, la période Barras. Vous voyez Vasarely au fond, et puis au milieu Herbin. Dans la première présentation, on trouvait Matisse, Picasso, etc. On a aussi présenté Daniel Buren avec une cabane éclatée. Et donc, je reviens sur cette image, cette structure. Elle n'est pas évidemment aux normes muséales, mais on a imaginé une technologie de simèse sécurisée et climatisée qui permettent de présenter, donc, sous ce chapiteau de cirque extrêmement modeste, des œuvres tout à fait majeures de notre collection qui requièrent des conditions de présentation extrêmement précises. Et en vérité, cette présentation est extrêmement satisfaisante. Il y a une grande impression de proximité vis-à-vis des œuvres qui a certainement contribué au succès de cette formule, puisque le Centre Pompidou Mobile a fonctionné pendant 2 ans. Il est allé dans 6 villes moyennes en France et il a accueilli au total 250 000 visiteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 250 000 visiteurs, 18% n'avaient jamais mis les pieds dans un musée auparavant. Si vous regardez
au Centre Pompidou à Paris, c'est 2%. 2% de visiteurs qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée. Centre Pompidou Mobile, 18%. Évidemment, cela nous renvoie à ce qui était l'objectif même de cette expérience, c'était de s'adresser aux quelques 1 Français sur 2 qui, d'après toutes les enquêtes, n'ont jamais mis les pieds dans un musée. On a dû arrêter parce que le financement de cette structure était entièrement assuré par mécénat. On a aperçu que c'était difficile de mobiliser des mécènes pour des saisons supplémentaires. Et finalement, dans un projet de ce type, le montage et le démontage de la structure est assez lourd à amortir. Il représente un poste élevé du budget. Or, en discutant avec les élus locaux qui beaucoup ont envie de développer des projets avec le Centre Pompidou, je me suis aperçu qu'il existait en réalité beaucoup de lieux vides, que ce soit des monuments historiques, que ce soit des bâtiments industriels, que ce soit des locaux commerciaux ou administratifs, là où l'État se restructure et se désengage. Il existe beaucoup de locaux vides. Et donc c'est un peu absurde, au fond, de construire sa propre structure et de la transporter à grands frais, quand au fond il serait si facile d'investir un lieu existant. Souvent d'ailleurs, ces locaux vides, quand on ne sait pas quoi en faire, on en fait des lieux d'exposition. Donc on va assez facilement trouver des endroits vides où on peut exposer des œuvres avec des conditions de conservation tout à fait satisfaisantes. Si ce n'est pas le cas, si on n'a pas ces conditions muséales, cette technologie que vous avez sous les yeux, donc de simèse sécurisée et climatisée, permet de les créer à peu de frais dans absolument n'importe quel type de lieu. Et donc, on s'est dit, il y a la possibilité finalement, pour un investissement relativement limité, d'équiper des lieux existants pour y installer des sortes de mini-centres Pompidou. Et donc, l'idée, c'est d'envisager une présence qui soit plus longue que celle du Centre Pompidou Mobile. On était calé sur la durée typique d'une exposition, c'est-à-dire 3 mois, mais qui ne soit pas non plus un engagement pour l'éternité, comme c'est le cas à Metz. Et donc, on s'est dit, on va chercher à... on arrive à une... Si on se dit quel est l'investissement typique qu'il faut faire et quelle est une période raisonnable pour l'amortir, on se dit on va avoir un optimum de présence qui est de 3 à 4 ans. 3 à 4 ans, et ensuite on s'en va. Et donc, on s'en va, c'est-à-dire qu'on peut aller ailleurs. Donc on a une forme d'agilité du musée qui est préservée, la capacité de circuler, d'irriguer l'ensemble du territoire français. En même temps, 3 ou 4 ans, c'est une période suffisamment longue pour qu'on puisse travailler en profondeur avec les publics, avec les acteurs culturels locaux, avec les collectivités locales qui nous accueillent. Et puis, 3 ou 4 ans, c'est en même temps un horizon suffisamment proche pour que, dès le moment où on arrive, on réfléchisse avec nos partenaires à l'après, puisqu'il doit être d'emblée très clair que nous n'allons pas rester. Nous sommes là pour accompagner une stratégie de développement culturel, pour préparer un projet qui devra prendre le relais. Et donc, bien souvent, amener nos partenaires à définir une stratégie culturelle pour utiliser ces lieux qui sont des lieux en déshérence. Donc, ce projet dit de Centre Pompidou provisoire, je vais revenir sur son contenu, on s'est dit aussi que, bien entendu, c'est un projet qu'on peut développer en France, mais pourquoi pas ne pas le développer aussi à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, parce que j'ai dit, un des grands enjeux que pose une collection d'art contemporain aujourd'hui, c'est l'enjeu de la place, chaque année une année de plus, mais un autre enjeu majeur, ça va être l'enjeu de la mondialisation. Le fait qu'aujourd'hui, la création contemporaine est mondiale. C'était l'exposition que nous avions consacrée à la scène indienne. Effectivement, au XXIe siècle, et puisqu'on me demandait de parler des musées au XXIe siècle, j'arrive enfin à mon sujet. Il y a de l'art contemporain en Chine, il y a de l'art contemporain en Inde, au Mexique, au Brésil, en Afrique, au Moyen-Orient. Nous, on doit être partout, parce que notre collection est universelle. On ne peut plus se définir
comme c'était le cas au départ du centre Pompidou, en regardant les États-Unis, en se disant pourquoi le centre de gravité de l'art a basculé. Aujourd'hui, le monde de l'art est multipolaire. Et donc un musée comme le nôtre, un musée d'art contemporain, avec une ambition universelle, doit définir une stratégie de présence mondiale. Et avec cet outil, on peut imaginer d'être présent sur ces nouveaux territoires de l'art qui veulent tous construire des musées, qui veulent tous exister dans la géographie de l'art contemporain. L'art contemporain, c'est une donnée stratégique aujourd'hui pour les États. C'est une composante de la puissance. Et donc nous, on peut, grâce à la force de notre nom, donner d'emblée à une ville ou à un territoire une visibilité sur la carte mondiale de l'art contemporain. On vient au soutien d'une stratégie culturelle, souvent d'un projet de musée, en apportant notre collection pendant que se constitue localement une collection, en apportant notre savoir-faire, donc avec la possibilité de valoriser notre ingénierie culturelle au service d'un nouveau projet. Et nous, ça nous permet d'acquérir une bonne connaissance d'une scène artistique locale, de tisser des liens avec les artistes, avec les collectionneurs, avec les institutions, avec les critiques, et donc à la fois de connaître cette scène, de comprendre quels sont les artistes qui doivent entrer dans notre collection, et aussi de rechercher les moyens avec eux et leurs collectionneurs de les faire entrer dans cette collection. Et donc c'est aussi un instrument de développement international et de développement de la collection qui peut être intéressant. Donc nous nous sommes dit, il faut qu'assez vite on passe aux actes, qu'on fasse un laboratoire, qu'on fasse un test pour voir comment tout ça s'articule avec le musée. Et donc nous avons eu l'opportunité de créer un premier centre Pompidou provisoire à Malaga, en Espagne, donc qui va être la matrice, le laboratoire de ce nouveau projet, l'idée étant qu'on puisse en développer plusieurs à la fois. Donc Malaga, c'est dans le même fuseau horaire que Paris, et en même temps, c'est un décentrement assez considérable, puisque c'est la ville, le port le plus occidental de la Méditerranée, c'est à 2 pas du Maroc, c'est une destination touristique extraordinairement importante en Espagne et en Méditerranée. Et on est typiquement dans ce que j'évoquais tout à l'heure, des lieux à destination culturelle mais sans affectation, en l'occurrence un lieu qui se déploie sur 2 niveaux en dessous de cet élément qui est simplement un signal qu'on appelle le kubo. Donc voici à quoi pourrait ressembler l'entrée, et ensuite il y a encore un niveau en dessous. Donc c'est un lieu à vocation culturelle mais sans affectation que nous allons investir pour 5 ans. Et le principe de ces centres Pompidou provisoires, donc, que nous allons affiner à Malaga, ça sera de montrer, d'avoir 3 piliers. En premier lieu, un parcours permanent à travers notre collection qui permet de traverser le XXe siècle en 70, 80, peut-être une centaine d'œuvres. Deuxième pilier, des expositions temporaires. Et troisième pilier, des ateliers et des expositions pour le jeune public, qui sont une des forces du Centre Pompidou. Et donc ce parcours permanent, évidemment, on regarde quelques-unes des œuvres qu'on a sélectionnées pour Malaga, Picasso évidemment, puisque Malaga c'est la ville natale de Picasso, et le regard d'autres artistes comme Hérault sur Picasso, Kader Atia, c'est une installation très spectaculaire, Annette Messager, une œuvre emblématique de notre collection, l'autoportrait de Frida Kahlo qui est le seul autoportrait de Frida, enfin la seule peinture de Frida Kahlo dans une collection publique en Europe, et donc évidemment une des pièces très précieuses de notre collection, encore Francis Bacon, Fernand Léger ou Calder. Et donc à ce parcours permanent s'ajoutent 2 ou 3 expositions par an qui vont permettre de valoriser des segments de notre collection tels que l'architecture, le design, les dessins, la photo, la vidéo, etc. Et je le disais, des activités pour le jeune public. Et l'ouverture du Centre Pompidou Malaga est prévue en mars 2015, donc très bientôt. Et j'espère que très rapidement, nous serons en mesure de développer d'autres projets de ce type. Ce qui me permet, je pense que nous pourrons en mener, mais un des enjeux, ça va être de tester ça. Nous pourrions en mener de front 3 ou 4, peut-être même jusqu'à 5, et ensuite nous déplacer. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être été un peu long.
Non, non, pas du tout. Je crois que ça a permis cette expérience à nouveau ce laboratoire du Centre Pompidou Malaga qui est de pleine actualité, puisque tu en as rappelé l'ouverture très prochaine, je crois permet de croiser beaucoup des problématiques qui sont vraiment au cœur de cette question des musées aujourd'hui. Comment faire face à cette extension du champ d'activité chronologique qui, donc, comme tu le disais, croît d'1% chaque année, mais aussi disciplinaire après le cinéma, la vidéo, l'architecture, le design dans les années 70, 80, 90, aujourd'hui le graphisme, aujourd'hui la performance, aujourd'hui, etc. Et puis cette multi-centralité du monde, cette idée de l'obligation d'être global, le peut-on, le faut-il, comment faire. Je crois que l'ensemble de ces questions sont tout à fait passionnantes. Pour peut-être continuer sur cette question de la collection et de ce qui en découle tout à fait immédiatement, qui est la manière de la présenter, je m'interrogeais sur une sorte de peut-être de tendance qu'on peut voir aujourd'hui après un moment de je dirais d'inflation très très grande du modèle de l'exposition temporaire. C'est elle qui remplit les musées, c'est elle qui fait venir le public, c'est elle qui remplit les médias. On voit comment au cours des dernières années ces expositions temporaires sont venues même parfois dans certains cas cacher l'existence même de l'activité permanente de certains musées. Alors pas au Centre Pompidou qui fait un travail de renouvellement de l'accrochage, mais on connaît des grands musées dans lesquels les expositions temporaires sont pleines et les salles permanentes sont vides. L'une des questions, je crois, très intéressantes, c'est de voir comment aujourd'hui s'articule dans un musée, dans une institution comme le Centre Pompidou, comment s'articule le permanent des collections, le temporaire des acquisitions. Est-ce que c'est un champ de réflexion dans lequel le centre réfléchit à peut-être réorganiser un petit peu la manière dont tout cela s'articule ? Je crois qu'on va vers une atténuation de cette distinction qui, à vrai dire, est fondée sur un critère qui a peu d'intérêt pour le public. Les collections permanentes, c'est ce qui est à nous. Les expositions temporaires, c'est des choses qu'on a empruntées. Je ne suis pas sûr que ça soit absolument fondamental. Pourquoi, plutôt que de se lamenter sur les trous de notre collection, toute collection a des trous. Historiquement, les musées français ont acheté peu d'œuvres d'artistes allemands entre les deux guerres, et la réciproque est vraie pour les musées allemands. Donc plutôt que de se lamenter sur ces trous, pourquoi ne pas présenter dans le parcours permanent des dépôts d'autres musées, par exemple d'un musée allemand pour l'expressionnisme abstrait, pour l'expressionnisme, qui est effectivement une des lacunes de notre collection. Et pourquoi ne pas imaginer d'ailleurs des dépôts croisés. Donc pourquoi ne pas présenter dans le parcours permanent des œuvres qui ne feraient pas nécessairement partie de la collection, et pourquoi, à l'inverse, ne pas, dans les expositions temporaires, montrer une proportion non négligeable d'œuvres de la collection. Dans notre récente exposition consacrée aux pairs et aux séries chez Matisse, je pense que peut-être le quart des œuvres venaient de notre collection. Je ne crois pas que le public en ait été frustré en quoi que ce soit. Donc je crois que cette distinction, on peut imaginer qu'elle s'atténue. Elle s'atténuera certainement sous la pression de réalité économique et financière, parce que le modèle des expositions temporaires, et tu le sais bien, est un modèle très coûteux. Et puis, je crois que chez nous, elle va s'atténuer par simplement le fait que la contrainte de place nous contraint à renouveler très régulièrement la présentation de la collection permanente. Et je disais, on va probablement cesser de renouveler la présentation d'un étage entier à chaque fois. On va travailler sur des modules plus restreints qui seront, comme en sorte au sein de la présentation des collections permanentes, des petits modules d'exposition monographiques, géographiques, thématiques. Et donc vous voyez que la distinction entre exposition temporaire et collection permanente va certainement tendre à s'atténuer, peut-être même qu'à terme, les espaces
pourront se banaliser, et lorsqu'on décidera de faire Matisse, on prendra 6, 7, 8 salles dans le musée pour montrer Matisse, et ensuite, au bout de 3 mois, ça deviendra tout à fait autre chose. C'est possible dans la mesure où nous avons une politique qui est une politique de billets uniques qui donne accès à l'ensemble des espaces. Et donc on peut tout à fait envisager d'aller jusque-là. Cette question de l'équilibre entre ces exercices de l'exposition et des collections, du permanent et du temporaire, il y a, me semble-t-il, dans la présentation des collections du musée, un autre équilibre difficile à trouver. C'est tout l'intérêt et tout l'enjeu, c'est celui entre l'obligation d'expérimenter, de rechercher, d'innover, et cette obligation également d'être la référence. Je prendrai l'exemple qui m'a semblé tout à fait intéressant l'année dernière, du Grand Paris qu'a fait le Centre Pompidou et le Musée national d'art moderne, de dédier un étage entier de la présentation des collections aux modernités plurielles, donc à des œuvres qui émanaient très souvent d'Amérique du Sud, de Moyen-Orient, etc. Une recherche tout à fait passionnante, mais qui a pu susciter parfois un peu de déception de la part des gens qui pourraient penser que le Centre Pompidou est là pour montrer mieux que personne, parce qu'il est seul quasiment à pouvoir le faire, les grands classiques de la modernité occidentale. Donc comment articuler, comment construire cet équilibre entre recherche, entre innovation et entre références? Je crois qu'il y a une première dialectique évidemment qui est celle entre le musée et le centre d'art. Georges Pompidou voulait que le centre Pompidou soit l'un et l'autre. Le musée, c'est-à-dire le lieu de la longue durée, le lieu de l'histoire, avec des acquisitions qui, pour un musée comme le nôtre, ont d'autant plus de poids que nous ne revendons pas, nos œuvres sont inaliénables, et donc elles entrent dans la collection pour toujours. Et puis, à l'inverse, le centre d'art, qui est le lieu de l'expérimentation, des lieux qui généralement n'ont pas de collection, des lieux qui sont en prise sur les nouvelles tendances de la création et qui travaillent en permanence avec des jeunes artistes. Pour le musée, concrètement, c'est une décision très lourde de faire entrer un artiste qui a même pas 30 ans dans la collection. Le risque de se tromper est immense, mais de toute façon, le risque de se tromper est inhérent au fait de collectionner l'art contemporain et même l'art moderne. On a extrêmement peu de recul. Et on peut penser qu'on se trompe en permanence. D'ailleurs, la présentation de la collection moderne à laquelle tu fais allusion, Modernité plurielle, elle a effectivement déconcerté parce qu'elle a conduit à exhumer de nos réserves des œuvres qui, pour certaines, n'avaient jamais été montrées dans toute l'histoire du Centre Pompidou et qui sont des œuvres qui témoignaient de l'internationalisation du monde de l'art, bien avant la mondialisation elle-même, à l'époque où Paris était la capitale mondiale de l'art, comme je l'ai indiqué, donc dans la première moitié du XXe siècle. Cet enjeu-là, il est d'autant plus difficile que le musée, évidemment, dans une institution comme celle-là, est la part prédominante. La collection, tout ce qui tourne autour, ça mobilise beaucoup de ressources, c'est quelque chose de très complexe, de très lourd, quelque chose qui vous leste aussi, quelque chose qui vous donne aussi, il faut même une forme de contribuer à votre rayonnement, parce qu'on vient vous demander des prêts, donc c'est au centre d'un jeu de relations, de rapports, d'échanges avec les autres musées mondiaux. Et le centre d'art est toujours un peu le parent pauvre. Et donc, c'est pour réactiver cette dimension que j'ai souhaité créer au sein du centre un festival qui a été lancé en 2009, confié à Bernard Blisten, donc qui nous a permis de travailler avec des jeunes artistes, de
d'appréhender différemment le champ de la création émergente. Et maintenant, nous travaillons sur l'idée de donner à ce festival, qui dure 3 semaines, une durée plus ample, peut-être de le déployer sur la moitié de l'année et de lui donner un lieu, un port d'attache, et donc de véritablement faire coexister sous un même toit le musée et le centre d'art, peut-être de manière encore plus intime qu'au sein du MoMA où coexistent le musée et le PS1. Alors une chose qui me frappe lorsque, pour suivre l'activité du Centre Pompidou depuis une vingtaine d'années, y avoir même travaillé il y a quelque temps, c'est à quel point l'activité du centre, qu'il s'agisse de ses collections, de sa programmation, s'est toujours constituée dans une sorte d'extension permanente et de développement permanent. Il n'y a pas d'année, il n'y a pas de décennie, il n'y a même pas d'année sans que s'ouvrent des nouveaux champs. Et donc c'est une activité qui se définit toujours par la conquête et par le fait d'aborder des nouveaux territoires. Et je me suis toujours demandé, est-ce que certains territoires, eux, paraissent moins importants, moins urgents? Est-ce que d'autres institutions prennent le relais? Autant on voit comment, et c'est la très grande dynamique du Centre Pompidou, elle se caractérise dans un mouvement qui va toujours chercher ailleurs. Est-ce que dans le même temps, on édite également? Et est-ce qu'il y a des zones de la création? Est-ce qu'il y a des champs de l'activité qui aujourd'hui paraissent peut-être moins importants, moins essentiels que d'autres? Est-ce que la programmation, est-ce que l'activité, elle se définit aussi par ce qu'on décide de mettre un petit peu au second plan ou de traiter de manière moins prioritaire? Au départ, enfin, cette question du développement de la collection, je le disais, chaque année, une année de plus, c'est une question qui, depuis les origines du Centre Pompidou, interpelle. Il y avait Pontus Hultel, le premier directeur du Musée national d'art moderne, avait imaginé qu'à chaque fois qu'on franchirait une décennie, on se débarrasserait de 10 années à l'origine de la collection. Par exemple, voilà, en 1987, on se serait débarrassé de la décennie 1905-1915. Et puis en 1999, de la décennie 1915-1925, tout ça étant éventuellement transféré au musée d'Orsay. Le problème est que le musée d'Orsay n'a pas la place. Et puis par ailleurs, c'est vrai que commencer par se débarrasser de la décennie 1915-1925, c'est-à-dire du ready-made, du cubisme, était probablement une décision douloureuse à prendre. Donc on ne l'a pas pris. Et on a effectivement une collection qui, chronologiquement, s'accroît, qui va s'accroître, se développe considérablement géographiquement. Et sur le plan disciplinaire, j'ai dit qu'il faudrait faire place à la mode, il faudrait faire place au graphisme, davantage de place au graphisme, il faudrait sûrement faire place à la bande dessinée, il faudrait sûrement faire place aux jeux vidéo, etc., etc. Donc par définition, à un moment ou à un autre, on fait des choix. Et je ne suis pas sûr que ces choix soient toujours très, très, très explicites. C'est la dynamique de la conservation, des commissions d'acquisition. Le principe d'une institution comme celle-là, c'est que les choix sont collectifs. C'est une manière peut-être d'essayer de moins se tromper. Ce n'est pas à un moment ou à un autre la décision de X ou de Y, le choix de X ou de Y, le goût de X ou de Y. C'est des projets qui sont portés par l'ensemble des membres de la conservation, qui sont discutés dans un comité des conservateurs présidé par le directeur du musée, qui sont ensuite portés devant un comité d'acquisition que je préside, dans lequel il n'y a que des personnes extérieures, et qui, en définitive, donnent lieu à des décisions d'acquisition que je signe. Il y a là une sorte de sagesse collective, j'espère, qui émerge de ces processus, mais qui certainement, lorsqu'on regarde comment ont été constituées les collections, fait des choix. Évidemment, on fait des choix. On se donne à l'occasion des priorités géographiques ou sectorielles, et puis on s'aperçoit de fait qu'on est aussi passé à côté d'un certain nombre de choses, qu'une collection s'est fait d'un certain nombre de lacunes. Et je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, d'ailleurs, c'est peut-être plutôt que de courir après nos lacunes, c'est au contraire d'essayer d'ouvrir davantage les possibles. Merci Gerlin. J'aurais une dernière question avant qu'on ne propose peut-être aux
nos auditeurs de prendre aussi la parole. Quand on regarde là encore l'histoire du Centre Pompidou, on est frappé de la manière dont il a toujours été pionnier dans la conquête de nouveaux publics ou de modes nouveaux de toucher ces publics. Dès les débuts du centre, le Crocodrome, puis l'Atelier des enfants, dont il est incroyable à quel point ces initiatives ont ensuite essaimé et ont été vraiment à la naissance même de la politique d'action éducative de presque tous les grands musées, pas simplement d'art moderne et d'art contemporain, mais également des grands musées d'art ancien ou des grands musées d'art et de civilisation. Dans d'autres domaines, l'édition, qui dès le début du centre, était une dimension extrêmement forte. Et je crois que le souvenir qu'on peut avoir des grandes expositions pluridisciplinaires du centre, des Paris-Berlin, Paris-Moscou, c'est aussi le souvenir de ces aventures éditoriales incroyables qu'était la réalisation de leur catalogue, ou bien entendu le numérique et les nouvelles technologies. Moi, j'ai le souvenir qu'en 95-96, il y avait déjà au Centre Pompidou une revue uniquement sur support numérique et uniquement diffusée sur Internet. Bon, inutile de dire qu'il n'y avait pas énormément de lecteurs, mais on peut penser que toutes les personnes qui la lisaient étaient vraiment parmi les gens qui comptaient dans cette évolution à la fois intellectuelle et dans cette ouverture des liens entre recherche et nouvelles technologies. Aujourd'hui, quelles seraient selon toi un peu les nouvelles frontières justement de ces stratégies ou de ces méthodes d'élargissement du public ou sur ces modes d'approche ou ces modes d'accès à des publics nouveaux? C'est vraiment l'ADN du centre, je pense. Je pense qu'il faut bien il faut bien être convaincu que le développement de la fréquentation ne répond pas au problème de l'élargissement des publics. Notre fréquentation se porte bien, elle a augmenté des 2/3 en 5 ans. Donc, nous sommes à plus de 3,7 millions de visites dans le musée et les expositions, il faut ajouter la bibliothèque, mais pour autant, nous continuons de buter sur cette réalité qu'à Paris, 75% de nos visiteurs ont au moins Bac plus 5, ce qui est vertigineux. Donc la diversification des publics, elle passe à la fois par le développement de propositions qui vont être adaptées à tel ou tel segment de public. Par exemple, nous avons créé un atelier un lieu spécifique pour les ados. On est le premier musée au monde à avoir un lieu dédié et permanent pour les 13-16 ans, qui est évidemment une population réputée difficile, mais c'est l'âge où le rapport au musée se structure. J'ai évoqué des expériences comme le Centre Pompidou-Metz, le Centre Pompidou Mobile, qui nous permettent évidemment de diversifier nos publics et de toucher un public différent. Et puis, il y a un enjeu tout à fait majeur aujourd'hui pour la politique des publics, c'est le numérique, tu en as dit un mot, qui permet d'abord, à travers notre stratégie de présence sur Internet, moins institutionnel, davantage axé sur la mise à disposition de ressources, de toucher un public potentiellement beaucoup plus large que celui des seuls visiteurs du Centre Pompidou, et quant à nos visiteurs, de nourrir et d'enrichir la relation avec le visiteur, avec la possibilité de travailler en amont de la visite et aussi après la visite, et donc de développer la durée pendant laquelle on peut interagir avec le visiteur au-delà du simple moment de la visite. Donc, tout ça, c'est des chantiers qui sont évidemment en cours et complètement ouverts. Merci. Oui, je crois qu'on va peut-être proposer au public s'il y a des questions. Paul, ouais.
chiedo scusa se parlo in italiano. Due questioni per quanto riguarda il Museo Mobili. Con quale criterio vengono scelte le città di provincia? Cioè c'è una lista, si sceglie attraverso questa lista? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, la domanda vale anche con quale criterio si è scelto Malaga o comunque si sceglieranno altre città a livello globale. L'altra domanda è: c'è un ritorno poi, ha detto che a Metz molto spesso i visitatori non avevano mai entrato in un museo. Allora c'è anche un riscontro a livello del Pompidou parigino? Cioè i visitatori di Metz poi sono invogliati a venire a Parigi per visitare, diciamo, la casa madre? Merci. Pour le centre Pompidou Mobile, en fait, bon, comme le projet était très très nouveau, on a commencé par travailler avec les villes qui se sont spontanément portées candidates et qui manifestaient le plus de désir et qui étaient prêtes à prendre le risque. Et puis, au fur et à mesure que le projet s'est développé, on a souhaité introduire un peu davantage de rationalité dans le choix des villes, et on a introduit des critères socio-économiques et culturels, c'est-à-dire à la fois choisir des villes qui, au regard du taux de chômage, du taux de pauvreté, sont de manière significative en deçà de la moyenne nationale, qui présentent des handicaps particuliers, et puis d'autre part, choisir des villes qui sont éloignées de toute institution culturelle ou de toute offre muséale, ou bien, si on est dans une grande ville, choisir un quartier qui soit lui-même un quartier enclavé, un quartier éloigné, un quartier qui réponde à des critères socio-économiques différents comme ceux que j'évoquais. Dans le cas de Malaga, là encore, on est sur un prototype. Donc, on a saisi l'opportunité de pouvoir avancer rapidement avec un partenaire motivé qui avait déjà pris contact avec nous pour envisager l'installation d'une antenne du centre Pompidou. Malaga est une ville qui à l'offre muséographique la plus riche d'Espagne après Madrid et Barcelone. À ce moment-là, nous avions décliné la proposition parce que nous n'envisagions pas ce type de développement. Et puis, lorsque l'idée du centre Pompidou provisoire s'est instaurée, on est naturellement revenu vers Malaga et on y a vu l'opportunité d'avancer rapidement et de réaliser très vite un prototype qui va nous permettre de développer, de préciser et d'affiner ce concept. Bien évidemment, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Culture à un appel d'offres pour les centres Pompidou provisoires qui seront développés en France. Un appel d'offres qui va incorporer des critères socio-économiques tels que ceux qui s'appliquaient pour le centre Pompidou Mobile, et d'autre part des critères, des critères culturels qui seront avant tout la nature du projet au service duquel on va venir en soutien, puisque, comme je l'ai indiqué, l'essence même d'un projet provisoire, c'est qu'il faut réfléchir à ce qui va se passer après. Et pour ce qui est du développement à l'étranger, nous allons prospecter en priorité les territoires qui sont significatifs, les plus significatifs pour le développement de la collection. Et donc je dirais en priorité l'Amérique latine et l'Extrême-Orient, qui sont probablement aujourd'hui les priorités que nous nous fixons pour le développement de la collection.
Lorsque tu parles de cette question de l'après, ça veut donc dire qu'il y a dans ces centres Pompidou provisoires une dimension presque de transfert de compétences également, ou de formation d'équipes sur place justement pour cet après? Dans toute la mesure où c'est pertinent, et donc ça sera particulièrement pertinent lorsque l'après sera un projet de musée, évidemment, nous souhaitons incorporer au projet de Centre Pompidou provisoire cette dimension de transfert de savoir-faire, de formation des équipes sur place, qui était déjà présente dans le Centre Pompidou mobile, puisque l'ensemble des compétences qui étaient utilisées étaient recrutées localement. Alors, on aurait deux questions. La première, c'est quand vous parliez des 2% qui n'étaient jamais entrés au centre... Non, où ça, centre Pompidou ? Enfin, de la partie du public qui n'était jamais rentré dans des musées auparavant. Est-ce que l'enquête s'est limitée à l'aspect quantitatif, c'est-à-dire il n'y avait que ce pourcentage-là qui n'était jamais rentré, ou est-ce qu'il y a aussi une analyse qualitative qui a été faite sur leur expérience au musée? C'est la première question. Par rapport au Centre Pompidou provisoire, oui, j'ai cité ce chiffre effectivement de 18% de primo-visiteurs de musée par rapport à 2% à Paris. Et donc vous vous interrogez sur le point de savoir si on a des éléments plus qualitatifs, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire sur comment cette première visite donc, dans un musée a influé sur leur point de vue, sur les musées en général, sur l'art contemporain. Je sais pas. Est-ce que vous leur avez posé des questions? Est-ce qu'il y a eu un questionnaire ou je sais pas n'importe quel type d'analyse un peu qualitative justement sur l'expérience de ce public dont c'était la première expérience dans les musées? Ce qu'on on a voulu, on savait que le Centre Pompidou provisoire mobile allait s'adresser à de nouveaux publics. L'ambition même, c'était d'aller au-devant de nouveaux publics et d'aller au-devant de ces 1 Français sur 2, je l'ai dit, qui mettent jamais les pieds dans un musée. Et donc, ça nous a amené à tester un certain nombre d'hypothèses. Première hypothèse, il faut pas trop d'œuvres. On sait qu'un des problèmes des grands musées, c'est que les visiteurs passent trop peu de temps devant les œuvres. En moyenne, 15 à 20 secondes devant une œuvre, ce qui est à peine le temps de jeter un coup d'œil au cartel et de prendre une photo en se disant qu'on la regardera plus tard. Donc c'est un peu frustrant. Dans le Centre Pompidou mobile, nous nous étions dit, si on arrive à obtenir que chaque visiteur passe 2 minutes devant chaque œuvre, on considère qu'une visite, c'est 45 minutes, dont 5 minutes pour poser ses affaires, 5 minutes pour entendre une petite introduction et 5 minutes pour reprendre ses affaires, ça laisse 30 minutes, et donc 2 minutes par œuvre, ça fait 15 œuvres. Donc 15 œuvres, et à partir de là, comment concevoir un dispositif qui amène les visiteurs à donner à chacune de ces 15 œuvres les 2 minutes qu'elles méritent sans doute et qui sont probablement le temps minimum pour qu'une œuvre commence à nous dire quelque chose. Et donc on a fait le pari d'une médiation qui soit basée d'abord avant tout sur le sensible, plus que sur la connaissance, et donc donner à chaque visiteur un audio guide. Donc, chaque visiteur du Centre Pompidou mobile qui était gratuit recevait un audio guide. Cet audio guide développait un discours extrêmement simple dans lequel on a pourchassé les grands mots, qui avait surtout pour objet en fait de faire du visiteur l'acteur d'une petite histoire, d'un petit scénario, un peu comme une pièce de théâtre, qui va lui donner un rythme, qui va lui donner un tempo, qui le conduit à donner du temps à chaque œuvre. Et donc cette idée finalement d'une médiation très rythmée, très scénarisée, et qui
qui amène tout simplement le visiteur à donner du temps aux œuvres. Et ça, alors on n'a pas forcément... on a le sentiment que ça a très bien fonctionné. Les retours ont été extrêmement positifs et on a vraiment... pour moi, la plus belle chose que j'ai entendue sur le centre Pompidou Mobile, c'est lorsque nous étions au Havre, donc dans une grande ville évidemment, mais dans une cité, un quartier d'habitat social assez triste, assez loin du centre, qu'on venait de connecter mieux au centre grâce à un tramway. Et donc, un journaliste m'a dit avoir demandé à une petite fille de 8 ans, alors ça t'a plu le centre Pompidou Mobile? Elle a dit oui, oui. Et alors, c'était ce que tu pensais? Elle a dit ah non, non, pas du tout, non. Elle a dit qu'est-ce qui était différent? Elle a dit je pensais que les musées c'était pour les gens intelligents. Ce qui, évidemment, dit des choses terribles sur l'image qu'on se fait des musées. Mais donc voilà, au centre Pompidou Mobile, on avait l'idée d'un musée pour tous. Et évidemment, il faut qu'on transpose ça à Paris. Et donc moi, je pense que un enjeu très important, ça paraît bête, mais c'est l'audio-guide. L'audio-guide, je pense que, imaginez qu'un visiteur est lâché dans le musée sans aucun appui et quelque chose qui est il faut qu'on aille au-delà de ça. Et donc, je crois que il est indispensable que chaque visiteur soit muni d'un appareil de médiation qui passe par quelque chose qui ressemble à l'audioguide actuel. Cela étant, quand vous regardez l'économie des audioguides, je ne sais pas ce qu'il y a au Palazzo Grassi comme dispositif, mais enfin, c'est un système dans lequel on vous donne une machine qui est un magnétophone et ensuite on vous la reprend. Et donc une grande partie de la valeur va être concentrée sur la location, la mise à disposition, le fait de reprendre, le fait d'entretenir ces terminaux, ce qui n'est pas une activité très intéressante de nos jours. De nos jours, la plupart de nos visiteurs ont un téléphone qui permet de télécharger une application. Et donc, si vous passez à ce système-là, où vous vous débarrassez du problème de la location des terminaux, vous pouvez concentrer l'essentiel de la valeur sur les contenus. Et donc, offrir des contenus qui vont être adaptés à des types de visiteurs, des types de visites, plutôt, devrait-on dire, des types d'usages beaucoup plus diversifiés qui peuvent correspondre à un public également plus diversifié. Je crois que cette question de l'audio-guide, elle est essentielle. D'abord parce que le modèle économique sur lequel a fonctionné l'audioguide pendant très longtemps ne fonctionne plus. Nous, on a la chance de ne pas être dans des enjeux d'échelle aussi importants et aussi colossaux que ceux du Centre Pompidou. La réflexion, elle est d'essayer tout le temps et par 2 ou 3 moyens simultanés de toucher le public, sachant que c'est par le croisement de tout ça qui fait qu'on en perdra le moins possible, pour que quelqu'un a une chance de capter quelque chose. Donc sur l'écrit, toujours, dans chaque salle, lorsque ça s'y prête, ou un document avec, pour chaque œuvre, un texte donné à chaque visiteur. La présence physique, à chaque fois que c'est possible, avec des systèmes ou en tout cas un programme de médiation culturelle et de médiateurs qui sont des jeunes qui à la fois se forment en même temps qu'ils apprennent à transmettre quelque chose. L'audioguide, donc c'est quelque chose qu'on a hélas dû abandonner parce qu'aussi on ne savait plus très bien comment faire ça. Et l'expérience qui est en ce moment lancée depuis cette année à la Pointe de la Douane est celle de la mise à disposition, alors pour l'instant, de certains publics, en l'occurrence plutôt à destination d'un public jeune ou d'un public enfant, d'outils multimédia sous forme de tablettes, dans laquelle à chaque œuvre ou à chaque salle correspond un contenu qui peut être, là aussi, joue sur plusieurs domaines, un domaine plus classique d'explication avec des textes, des choses dites et des images, mais aussi une dimension de travail d'atelier fait par des jeunes
jeunes, des tranches d'âge auxquelles s'adresse ce guide. Donc je suis complètement dans cette... je pense que ce qui est vraiment passionnant, c'est cette idée qu'il y a un enjeu de responsabilité. De toute façon, il n'est pas question, il n'est pas possible de ne pas tout faire pour que chaque visiteur qui entre dans un musée ait un moyen, 2 moyens, 10 moyens, une chance, 2 chances, 10 chances de se voir proposer un élément de médiation. Je vais juste ajouter 2 choses. D'abord, un chiffre, le taux de prise des audioguides, c'est 3%. En règle générale, et heureusement que c'est si faible, parce qu'on serait incapable de faire 100%. Ça me réclamerait un nombre déterminé absolument invraisemblable. Et d'autre part, j'ai parlé d'audioguide. Évidemment, l'audioguide, ça paraît un peu ringard à l'époque du multimédia où on ne parle que de massivement multimédia. En réalité, je trouve que l'audioguide, ça a une grande vertu, c'est que écouter, c'est une chose qu'on peut faire en regardant. Et donc, l'audioguide a comme avantage d'amener les visiteurs vers les œuvres plutôt que de les en distraire. Je pense en revanche que, bien entendu, il faut, et c'est l'un des enjeux du numérique, être capable de nourrir la relation avec le visiteur avant, en préparation de la visite, et après la visite, en post-visite. Et c'est là qu'il faut apporter évidemment des ressources numériques extrêmement riches et diversifiées. J'avais une autre question, si je peux la poser. Je sais pas. Oui. Toujours moi. Je sais que le sujet c'est plutôt i grandi musei nel XXI secolo, mais il y a un thème d'actualité en France, il me semble, en ce moment, qui est celui des petits centres d'art contemporain de la périphérie de Paris qu'on est en train de fermer. Le centre d'art contemporain de Bretigny, les églises de Chelles, et il y en a un troisième dont j'ai oublié le nom. Et je sais bien que ce n'est pas de votre faute, mais en tant que haut fonctionnaire de la culture, qu'est-ce que vous pensez du fait que le centre Pompidou, comme ça, qui est déjà le centre Pompidou et qui restera a priori pour très longtemps le centre Pompidou, s'étend comme ça et diffuse finalement ce qui est en train de devenir une marque, un peu comme le Guggenheim qui s'insère à Bilbao, qui s'insère en Finlande, etc. Et est-ce que c'est une évolution juste ou bonne qu'on aille dans ce sens-là, que les grands centres restent des grands centres et se développent toujours plus, tandis que des centres un peu périphériques, faute de subventions d'État évidemment, s'étiolent. Ça va aussi pour l'Italie, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, la commune avait essayé de créer un centre d'art contemporain dans un quartier un peu périphérique qui était celui de Gavina. Ça s'appelait Extrait et ça a duré 1 an ou 2 et ça a fermé à peu près aussitôt. Donc c'est une question qui touche pas seulement la France mais aussi l'Italie. Vous avez absolument raison. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est notre présence transitoire, éminemment transitoire dans le cas du mobile, provisoire dans le cas du Pompidou provisoire, 3 ou 4 ans j'ai dit, elle est destinée à permettre de faire bénéficier l'ensemble des acteurs culturels locaux de la dynamique que va créer le centre Pompidou. Je vous donne un exemple. Dans le cas du centre Pompidou mobile, une de nos étapes était dans une ville moyenne avec un centre d'art, un très beau musée et un maire qui s'intéressait pas du tout à son musée et qui n'était d'ailleurs pas très favorable pour accueillir le centre Pompidou mobile. Il se trouve que c'est pas lui qui payait, c'était une autre collectivité territoriale, donc d'une certaine manière il a accepté de mauvais gré. Et il a trouvé ça tellement formidable, le centre Pompidou mobile, qui, il faut le dire, pendant que nous étions là, la fréquentation du musée a augmenté de 25%, qu'il a décidé de mettre en œuvre la tranche de la rénovation de son musée qui attendait depuis plusieurs années. Donc c'est un exemple. Je pense que le centre Pompidou doit être un catalyseur d'énergie et doit révéler des potentialités au service d'une économie culturelle locale. De la même manière que le centre Pompidou provisoire, un des critères décisifs, ça va être de déterminer dans quelle stratégie de développement culturel on s'insère. Et comment, une fois qu'on sera parti, ça ne va pas retomber, mais il va y avoir un engagement accru dans la culture et dans le développement culturel. C'est ce dont on doit s'assurer au moment même où on s'installe dans une ville ou dans un territoire, s'assurer qu'il n'y a pas un effet d'éviction
où le Centre Pompidou vient capter les ressources au détriment des autres. Il s'agit au contraire d'être le ferment d'une amplification, d'un développement, d'un engagement accru de l'ensemble des collectivités, des mécènes au service de la culture. Et je pense qu'on est là bien dans notre rôle. On n'est pas du tout dans une optique de conquête. Il ne s'agit pas de couvrir la France et de couvrir le monde de Centre Pompidou. On veut garder notre agilité. On cherche à s'installer définitivement nulle part, mais en revanche, aller partout au soutien de projets et d'initiatives. Et c'est peut-être une dernière question. Oui, il y a aussi le Louvre Lens et le Louvre Abu Dhabi. Est-ce que ça correspond aux mêmes problématiques que celles que vous évoquiez? Est-ce qu'il y a une concertation qui s'opère entre les grands musées pour trouver des stratégies de développement comme celle-ci? Je crois que c'est une chose qui me satisfait intellectuellement dans ce nouveau concept de centre Pompidou provisoire, c'est qu'on va appliquer le même outil au développement territorial et au développement international. Lens et Abu Dhabi, c'est deux choses extrêmement différentes. Or, je crois que c'est très important d'articuler le national et le mondial. Le fait que vous ne pouvez pas avoir un point de vue surplombant par rapport à la mondialisation. Vous allez toujours en parler depuis une réalité qui est la vôtre, qui est une réalité, dans notre cas, une réalité nationale. Et donc je ne crois pas que le Centre Pompidou puisse véritablement prétendre être un acteur mondial sans être profondément et plus profondément encore enraciné dans le territoire national. C'est la raison pour laquelle, pour moi, ces projets de développement à l'étranger vont de pair avec des projets d'implantation renforcée dans les régions françaises. C'est une problématique que vous pouvez prendre de plusieurs manières et vous reviendrez toujours à la même conclusion. De la même manière, vous pourriez dire, bien évidemment, c'est parce que le Centre Pompidou veut être un musée mondial qu'il doit soutenir davantage les artistes de la scène française, ne serait-ce que parce que tous nos partenaires dans la mondialisation vont attendre de nous que nous ayons la collection de référence en ce qui concerne l'art en France, peut-être l'art en Europe, mais nous en sommes loin, mais en tout cas, l'art en France. Et donc je crois qu'il n'y a pas du tout d'antinomie entre la volonté d'être global et la volonté de soutenir la scène nationale. Ça, ce sont des idées, l'idée du chauvinisme artistique, ça sont des idées qui sont aujourd'hui profondément dépassées. Mais écoutez, je crois qu'il ne me reste plus qu'à remercier très chaleureusement Alain Seban de ce moment que nous avons partagé et de ses explications et ses présentations tout à fait passionnantes. Un grand merci donc, cher Alain, et à vous donner rendez-vous pour une date que j'ai d'ailleurs oubliée, qui est le 19 janvier, voilà, donc le 19 janvier, pour une rencontre avec Guy Cocheval du musée d'Orsay et Gabriella Belli des Musei Civici de Venise. Merci à tous, merci Alain.